C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bienvenue sur AviExpress pour le test du AllDoCube GTBook 15. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un Ultrabook qui pèse 1,6 kg et mesure 33 cm de long pour 22 cm de côté. Et fait 1,9 cm d'épaisseur, ce qui équivaut à peu près à l'épaisseur de 2 smartphones. Donc on est sur cette zone-là, on va regarder les ports ici. Vous avez de l'USB 3, là vous avez l'entrée électrique, ça fonctionne sur du 220 volts ou 230 volts français plutôt. Ici on a un port HDMI, micro HDMI, j'aurais préféré du HDMI full plutôt que du micro, mais bon c'est pas très grave, et port USB-C. De l'autre côté, une micro SD, une sortie casque et un autre port USB 3. Derrière ce châssis en alliage d'aluminium se cachent pas mal de choses, dont la dernière génération de processeurs entrée de gamme signée Intel, 12 Go de RAM et un SSD. Vous l'aurez deviné j'imagine, mais le AllDoCube GTBook 15 doit son numéro à la taille de son écran qui mesure 15 pouces. Et avant de vous présenter l'écran, on va se livrer à un petit test. Je vais appuyer sur le bouton Power ici quelques secondes pour allumer l'ordinateur, ça y est c'est fait, et lancer le chronomètre. Ça va nous permettre de tester la vitesse de lancement de Windows, combinaison entre le processeur et le SSD. Le SSD, c'est ce qui contient les données, et en général assez rapide. Regardez, on a atteint cet écran-là en à peu près 12 secondes, et on va voir en combien de temps on arrive jusqu'à l'écran de Windows. Allez, 18 secondes. AllDoCube propose sur cet ordinateur une dalle LCD IPS assez classique, avec de bons angles de vision, un niveau de luminosité correct, mais qui ne permettra pas à l'ordinateur d'être utilisé réellement en extérieur à concurrence du soleil. On est sur une dalle brillante, comme vous pouvez le voir, dalle qui fait 15,6 pouces et affiche quand même du Full HD. Ce qui est appréciable, c'est que les bordures sont relativement fines. On a du 5 mm à ce niveau-là et à peu près 1 cm sur la partie haute. Au niveau de la rigidité du châssis, on a du correct. C'est un ordinateur qui a une couche suffisamment épaisse pour que l'écran ne se déforme pas trop si jamais j'exerce des torsions, si j'exerce des pressions. Son angle d'ouverture est tout à fait correct. Après, ça tremblote un peu. Si jamais vous l'utilisez à l'intérieur d'un train, la stabilité n'est pas remarquable. Par contre, et c'est un moindre mal, la charnière est suffisamment costaud pour maintenir très exactement la position que vous avez choisie. Autrement dit, l'écran n'a rien de révolutionnaire, mais fait parfaitement le job, surtout par rapport à ce prix. L'idée d'avoir une grande dalle de 15,6 pouces, ça c'est cool. Moins cool, mais ça soigne la présence d'un clavier QWERTY. Ordinateur d'origine chinoise oblige, les claviers sont conçus en QWERTY, mais heureusement on a une surcouche qui a pas mal d'avantages. Alors déjà, elle est stable, elle est assez facile à positionner comme vous pouvez le voir, mais surtout, elle permet d'être nettoyée facilement. On est sur une surcouche en caoutchouc, vous suffit de la retirer et de passer un petit coup d'éponge dessus. Elle ne bouge pas, elle adhère bien au clavier et n'entame pas du tout le plaisir de la saisie. Le trackpad est lui aussi de bonne facture et surtout, il est énorme en matière de surface. Par contre, on a juste deux boutons implémentés, le gauche et le droit. Vous vous demandez sûrement ce que vous allez pouvoir faire ou ne pas faire avec cet ordinateur. C'est parti pour le test. Première chose déjà, on va vérifier ensemble qu'on puisse bénéficier de toutes les fonctionnalités de Windows 11 puisque c'est cette version qui est installée à l'intérieur de l'ordinateur. On va aller voir paramètres d'activation, vérifier que Windows soit bien activé de base, en gros, qu'il y ait bien une véritable licence à l'intérieur. Voilà, état d'activation actif, ID du produit, ok, nickel, et la clé est cachée. Voilà, j'ai modifié les réglages de la caméra pour que vous ayez une image au plus proche de ce que moi je vois. Question légitime, allez-vous pouvoir streamer? Eh ben, on va commencer par ma chaîne. Tant qu'à faire, charité bien ordonnée, commence par soi-même, déjà les pubs. Ça fonctionne, ça c'est cool. Et on va aller voir une de mes vidéos. En 4K, je vais essayer de voir si je peux vous l'activer en 4K. Là, elle s'est lancée en 720p. Ok, nickel, je vais la mettre en 4K. Super, je vais avancer pour voir ce que ça donne. Ok, c'est cool, l'ordinateur est parfaitement en mesure de la lire. On va voir dans quelle mesure il transpire lorsqu'il est en train de lire cette vidéo-là. Donc en ce moment, c'est Chrome qui lui prend la plupart de son énergie, visiblement. Ok, on va voir le graphique, pardon. Pour l'instant, le processeur est utilisé à hauteur d'une vingtaine de pourcents pour lire la vidéo. Tout en sachant que là, l'ordinateur consomme de la ressource par d'autres processus internes pour l'instant, puisqu'il est relativement récent, il y a toujours des petites mises à jour à effectuer. On va aller faire un tour sur Netflix, continuer notre tour d'horizon, on va dire, de la partie streaming. On va mettre une vidéo, donc j'ai un abonnement 4K. Ah non, je l'ai rétrogradé en Full HD. Donc ça ne va pas poser de souci à l'ordinateur, hein, ça ne devrait pas le faire transpirer outre mesure. On va voir où on en est. Voilà, pour l'instant, il est utilisé à hauteur de 26%. Et là, j'ai sorti l'artillerie lourde en arrière-plan. Vous pouvez pas le voir pour une question de droit d'auteur. Mais il y a Star Wars encodé en H265, 10 bits, encapsulé en MKV, un fichier assez lourd de 55 Go que l'ordinateur est parfaitement en mesure de décoder. Ça lui prend seulement 40% de sa ressource processeur. Il est aidé par son iGPU, on va dire sa carte graphique intégrée, qui elle est sollicitée à hauteur de
Ouais, 30% pour la partie décodage vidéo. Traduction au français de toutes les informations que je viens de vous donner, l'ordinateur sera parfaitement en mesure de décoder tous les films, que ce soit des films en basse définition, allant jusqu'à la 4K, même ceux qui sont encodés dans les formats les plus difficiles à lire pour les ordinateurs. Ça c'est cool, on est sur une restitution d'écran en Full HD, mais si vous avez des contenus 4K, l'ordinateur sera en mesure de les absorber. Pour lire ces contenus, il faut un disque dur. Alors là, on a un SSD à l'intérieur, un SSD NVMe, de 256 Go, 237 Go de disponible que je vais tester à l'aide de Crystal Diskmark. Et comme les aficionados des benchmarks peuvent le voir, on est sur un SSD entrée de gamme avec du 500 Mbps en lecture, 350 en écriture. Si entrée de gamme soit-il, ça reste quand même 5 fois plus rapide qu'un disque dur conventionnel en lecture de données, 3 fois plus rapide en matière d'écriture. Le disque conventionnel, vous n'allez d'ailleurs pas le remettre au placard, c'est là-dessus que vous allez sauvegarder vos données les plus précieuses. Le SSD étant essentiellement fait pour accéder rapidement aux informations. Ça va être par exemple vos applications, ça va être Windows, éventuellement du jeu vidéo. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Juste pour information, ce qui me permet de dire que c'est un entrée de gamme, c'est qu'ici on va plutôt sur du 8000 mégabits par seconde pour les hauts de gamme. Évidemment, ce OldoCube GT15 est plus que parfaitement apte à naviguer sur le web. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est une comparaison entre le processeur qu'il y a à l'intérieur de cet ordinateur, le Intel Celeron N5100 avec la précédente génération N4100, pour vous montrer pourquoi il est préférable de sauter le pas. Alors déjà, on est sur de l'entrée de gamme, donc tout gain en performance se traduit par véritablement une sensation de performance dans l'utilisation. Voilà, je vais vous montrer par exemple le benchmark Cinebench R20. Vous pouvez voir en single core, c'est-à-dire la performance brute, il y a 25% d'écart entre les deux ordinateurs. C'est suffisamment significatif à mon avis pour moi pour franchir le pas. Et en multicœur, puisqu'on a plusieurs cœurs à l'intérieur de ce processeur, on a jusqu'à 35% d'écart. Ce sont des ordinateurs qui commencent à pouvoir faire plusieurs choses en même temps, lancer plusieurs applications en même temps. Là, alors pour vous montrer ce que ça donne, je vais le faire. Regardez, les applications se lancent quand même assez rapidement, sachant que Chrome et Edge sont quand même préchargés au lancement de Windows. VLC, ça ne doit pas être le cas. Et je vais vous lancer une petite vidéo en même temps, juste pour que vous puissiez voir à quelle vitesse ça se charge. La vidéo est déjà en cours, hein. C'est juste... hop, un écran noir, mais je suis pas censé vous montrer ce qu'il y a dessus. Ça va vite et même très vite, notamment grâce aux 12 Go de RAM intégrés qui permettent de précharger un certain nombre d'applications à l'intérieur de la RAM, permettant de les charger rapidement. Là, vous pouvez voir ce que ça donne directement sur le web. Je suis jamais allé sur le site du journal Le Monde avec cet ordinateur-là. Le préchargement a été quasi instantané. Alors j'ai la fibre à la maison, ça aide à aller vite évidemment, mais on a quand même le réseau 5 GHz Wi-Fi qui est géré sur cet ordinateur-là. On n'a pas le Wi-Fi 6 malheureusement, mais bon, c'est pas le drame du siècle non plus. Ça se précharge extrêmement rapidement. Il est assez intéressant cet ordinateur, je le trouve assez étonnant même. Regardez, on va essayer de le faire transpirer, on va voir, il est plutôt doué en gestion multitâche. J'ai lancé 2 vidéos en même temps, admettons que vous ayez 2 écrans. J'aurais pu le relier directement à ma télé par exemple, et l'ordinateur est parfaitement en mesure de gérer les 2 vidéos qui tournent en 4K à cet instant précis en même temps. Enfin non, il y en a une en Full HD et une en 4K, le processeur étant utilisé à hauteur de... voilà, oscillation entre 18 et 40%. Ce GTBook Pro sera parfaitement en mesure de faire tourner la suite Office, que ce soit du PowerPoint, du Word ou du Excel. Par contre, la licence Office n'est pas inclue à l'intérieur du package, évidemment. La limite de cet ordinateur, ça va être le jeu vidéo, quoique la Counter-Strike Go, qui est la dernière version en date, fonctionne relativement correctement. Alors je l'ai mis en 720p, j'ai dégradé les textures au maximum, et j'obtiens quand même un nombre d'images secondes suffisant pour exploiter un FPS, un First Person Shooter, qui consomme des images par seconde pour être jouable. Ça marche de manière plutôt assez fluide. Mais attention, ne vous y laissez pas prendre par mon commentaire, c'est pas un ordinateur pour les jeux vidéo. Là, on est quand même sur un jeu à l'ancienne, qui est relativement simple à faire tourner. Dites-vous que c'est un ordinateur pour jouer aux jeux vidéo en 2D. Voilà, si vraiment vous voulez être à l'aise, si vraiment vous voulez vous amuser, vous pourrez jouer aux jeux en 2D sans souci. Mais la 3D, ça reste la limite. Voilà, je vais jouer avec, mais je vais me faire démonter comme un lapin à tous les coups. Ah mais c'est assez bluffant. En 720p, j'obtiens quand même suffisamment d'images par seconde pour avoir quelque chose de fluide. Ça m'étonne pas mal. Voilà. Quoique, c'est clairement une bonne nouvelle, le cloud gaming commence à fonctionner sur ce genre de processeurs génération N5100 sont suffisants dès lors que vous avez une bonne connexion internet, je crois que c'est même là le point clé, pour vous permettre d'exploiter des jeux vidéo plus gourmands. Vous n'aurez peut-être pas accès à toutes les définitions, à toutes les options, mais au moins vous pourrez commencer à jouer. Cloud gaming, c'est quand même plutôt cool. Tenez, voyons voir d'ailleurs de quelle manière l'ordinateur exploite ma connexion internet. Donc on a le Wi-Fi 2,4 et 5 GHz géré à l'intérieur de cet ordinateur, ça tombe bien. Là je suis branché sur le 5 GHz avec une connexion fibre, donc je devrais pouvoir atteindre un plafond théorique
de 60 mégaoctets par seconde, que l'ordinateur arrivera peut-être pas à gérer. Pour l'instant, j'ai lancé le téléchargement de Counter-Strike Source, et je suis à 30 mégaoctets par seconde, 32, on va voir jusqu'où ça monte. C'est pas mal du tout, j'ai un plafond à 40 mégaoctets par seconde. Vous ne pouvez pas le voir, mais 2 enceintes ont été installées à l'intérieur de cet ordinateur, on est donc sur de la stéréo. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez l'entendre. Bon, évidemment, c'est plein, il n'y a pas de relief, mais ça reste relativement clair, c'est parfait. Pour du dépannage, utilisez un casque, utilisez une enceinte Bluetooth, ce sera mieux. Il nous reste un dernier chapitre à aborder, son autonomie. On a une batterie de 10 000 mAh à l'intérieur, 3,8 volts, qui permet de tenir environ 5 heures. Ça va dépendre bien sûr de l'utilisation que vous allez en faire. Si vous jouez aux jeux vidéo, ça va fondre comme neige au soleil, comptez 1h30, 2 heures d'autonomie, grand maximum. Si vous regardez de la vidéo, vous serez plutôt autour de 5 heures. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Il est bien né, clairement, il a été bien conçu, il vaut son prix. Il n'y a pas énormément d'axes d'amélioration par rapport au tarif demandé, il est réellement dans les... Après, je peux chipoter bien sûr sur le clavier qui n'est pas en AZERTY de base, éventuellement sur le son ou sur la luminosité de l'écran, mais il est totalement raccord avec ce que je connais de la concurrence à tarification égale, donc ça va être difficile réellement de l'attaquer sur ces points-là. En parlant de tarifs, je vous ai mis le lien directement dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions concernant ce GTBook 15, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!